Lundi 27 juillet 2026, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité. Au sommaire, Mali après l'attaque d'un camp militaire dans le centre du pays par les djinnim. Près de 5000 habitants de Kwakourou ont été forcés à l'exode. Aussi le procès du directeur de publication du journal du 22 septembre, M. Shahana Takiou, s'est ouvert ce lundi après près de 2 mois de détention. Niger-Tchad accuse la France d'avoir armé les assaillants de l'aéroport de Niamey et vante le bilan de l'AES. En même temps, l'appel à la libération du président Bassoum se fait entendre. Sénégal, Diomaye Faye tourne la page PASTEF et lance Kiraï, les patriotes républicains. Guinée, la nouvelle Assemblée nationale s'installe 5 ans après le coup d'État contre Alpha Condé. Tunisie, colère sociale et vague de chaleur meurtrière 5 ans après le coup de force de Kaïsed. États-Unis, fusillade meurtrière lors d'un festival gastronomique, 2 morts et plusieurs blessés dont un enfant et zone d'ombre autour de la santé de Mitch McConnell. Enfin, page sport, la Coupe d'Afrique des Nations féminines ouvre au Maroc avec, pour la première fois, 16 équipes en lice. Les détails tout de suite dans notre journal. Nous débutons ce journal par une crise humanitaire au centre du Mali. Le village de Kwakourou, dans le cercle de Djéné, s'est entièrement vidé de sa population après une attaque djihadiste. Salimatou Traoré nous fait le point. Les 5000 habitants de Kwakourou, dans le cercle de Djéné, ont tous fui leur village après l'attaque menée le samedi 18 juillet par le Djinim, groupe lié à Al-Qaïda. Les djihadistes ont pris le camp militaire, puis abat un hélicoptère le lendemain. Les habitants ont reçu l'ordre de sortir du village. Les renforts envoyés vers Kwakourou, des soldats maliens et partenaires russes de l'Africa Corps, n'ont jamais atteint le village, stoppés par des embuscades et la destruction d'un pont, les a contraints de se replier sur Djéné. Les déplacés se sont dispersés vers les villages voisins de Pora et Saba, ou jusqu'à Djéné, à près de 40 km parcourus à pied pour certains. Ils sont désormais accueillis en famille ou pris en charge dans une école par les autorités qui ont acheminé plusieurs tonnes de vivres et des moustiquaires via la Direction nationale du développement social. Certains habitants ont poursuivi leur route jusqu'à Bamako. Salimatou Koulibaly pour Radio Kunafoni. Toujours au Mali, après le verdict de la Cour spéciale a rendu vendredi dans le procès d'une tentative présumée de complot contre le gouvernement. Le procès de Takanan Takiou s'est ouvert aujourd'hui lundi par le pôle judiciaire spécialisé contre la cybercriminalité. Le point avec Mohamed Koulibaly. Au Mali, le journaliste Shahana Takiou, directeur du journal 22 septembre, est jugé ce lundi 27 juillet devant le pôle judiciaire spécialisé contre la cybercriminalité. Cette figure de la presse malienne est en prison depuis près de 2 mois, poursuivie pour atteinte au crédit de l'État à travers l'institution judiciaire, après avoir déclaré, lors d'un événement officiel, que la justice malienne contournait le droit de la presse pour emprisonner des journalistes. Par ailleurs, la Cour spéciale a rendu, vendredi, son verdict dans le procès relatif à une tentative présumée de complot contre le gouvernement après 7 jours de débats contradictoires. Les 6 accusés ont été déclarés coupables. Issa Samake, Kassoum Goïta, Sandi Ahmed Saloum et Abdoulaye Ballo ont été condamnés à 15 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs et complot contre le gouvernement, tandis que Khalilou Doumbia et Mustapha Diakité ont écopé de 7 ans pour complicité. La Cour a également condamné solidairement les 6 prévenus à verser 1 franc CFA symbolique à l'État malien, constitué partie civile, ainsi qu'aux dépens. Le ministère public avait requis jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle contre les principaux accusés, qui disposent désormais de la possibilité de faire appel. Mohamed Koulibaly pour Radio Kunafoni. Direction Niamey à présent où le président Abdourahmane Tiani a dressé dans un entretien accordé à la télévision nationale samedi le bilan de 3 années de refondation et 2 ans de la confédération de l'AES. Alex Renaud. Le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, à la télévision nationale, a de nouveau accusé Paris et certains pays occidentaux de financer et d'entraîner les mercenaires ayant attaqué l'aéroport international Diori Amani de Niamey, notamment lors de l'assaut du 18 juin dernier, affirmant disposer d'éléments de preuve qu'il a promis de détailler ultérieurement. Écoutons le général Abdourahmane Tiani.
L'aéroport a été attaqué une deuxième fois. L'aéroport sera attaqué parce que c'est de la survie de la France qu'il s'agit. Et la France va utiliser tous les moyens, comme Emmanuel Macron l'a dit, et je le cite, qu'il ne quittera pas le pouvoir avant de partir. Il va régler les comptes aux putschistes du Niger prioritairement. Ensuite, ceux du Sahel, c'est-à-dire Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. C'est la France qui a financé. Nous avons des éléments de preuve et je vous le dirai. Sur le plan sécuritaire, le chef de l'État a révélé que la riposte nigérienne avait permis d'interpeller dès les 16 et 17 juin un commando qui préparait une attaque contre le palais présidentiel et le centre d'instruction de Tondibia, tout en reconnaissant que cette offensive n'avait pas atteint son objectif. Côté bilan de l'AES, l'organisation créée en 2023 par le Niger, le Mali et le Burkina Faso, il a mis en avant la force unifiée, actuellement forte de 5000 hommes, avec un état-major basé à Niamey et dont l'effectif doit à terme être porté à 18 000, ainsi que la mise en place de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Général Abderrahmane Tiani. Nous avons réussi cette force unifiée qui est présentement à 5 000 hommes. 5 000 hommes dont les pays contributeurs sont le Niger, le Mali et le Burkina. Nous avons créé la Banque confédérale dans le domaine du développement économique pour l'investissement et le développement. Réussi en 2 ans malgré la guerre. Le président Tiani a par ailleurs appelé à une plus grande autonomie financière des États africains, a-t-il martelé, et a dénoncé les manœuvres visant à diviser les capitales de l'AES, réaffirmant la solidarité entre Niamey, Bamako et Ouagadougou. Pour la diaspora sahélienne, ce discours illustre la ligne dure adoptée par les 3 capitales. Par ailleurs, sur RFI, l'ancien ambassadeur Mamadou Kiari Limantengiri appelle à mettre fin à ce qu'il qualifie d'injustice, estimant que l'arbitraire ne doit pas devenir la norme. 3 ans après le basculement du Niger dans un régime militaire, le 26 juillet 2023, le président déchu Mohamed Bazoum, son épouse, ainsi que plusieurs responsables politiques et de simples citoyens restent détenus sans avoir eu de procès équitable. Alex Renaud pour Radio Kunafoni. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a officiellement lancé son nouveau parti politique Kiraï, les Patriotes républicains, le samedi 25 juillet 2026 à Dakar. Ce parti est né de la fusion de 437 partis, mouvements politiques et associations issus de l'ancienne coalition. Diomaye président, Namadjara, notre correspondant à Dakar, nous en dit plus. En Wolof, le mot Kiraï signifie protection ou bouclier. Son logo officiel représente un parapluie protégeant la carte du Sénégal. Ce nouveau parti politique Kiraï, les Patriotes républicains, fondé par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, a adopté pour devise la patrie d'abord. Le lancement du parti lors d'une assemblée générale tenue le samedi 25 juillet 2026 a officialisé la rupture définitive entre le chef de l'État et son ancien allié Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF. Issu de la fusion des 437 partis, mouvements et associations au sein de la coalition Diomaye Président, le parti a attiré des centaines de sympathisants et de partisans venus des 14 régions du Sénégal que la salle de conférence n'a pas pu les accueillir tous. Beaucoup ont attendu dehors sous une chaleur accablante, brandissant des pancartes et portant des foulards décoratifs sur lesquels on pouvait lire « Vive Diomaye ». S'adressant à ses partisans, le visage rayonnant, le président Bassirou Diomaye Faye a déclaré, je cite, « Kiraï est le parti majoritaire dans ces pays ». Fin de citation. Plusieurs responsables et militants de PASTEF, le parti de son rival, ont récemment annoncé leur démission pour rejoindre le camp présidentiel. Lors du lancement du nouveau parti politique Kiraï, l'équipe de communication de Bassirou Diomaye Faye a annoncé que la formation tiendra un congrès après la saison des pluies au Sénégal. Le slogan de Kiraï est patriote républicain. Le chef de l'État sénégalais a souligné que le parti est fondé sur la République, l'éthique, la transparence, la fraternité et le travail. Namadjara, Dakar pour la Radio Kunafoni. Cas sur la Guinée à présent où une page institutionnelle importante vient de se tourner. L'installation de la nouvelle Assemblée nationale guinéenne marque un galon dans le retour à l'ordre constitutionnel. 5 ans après le coup d'État contre Alpha Condé, écoutons l'analyse de Thierry Thibault. En Guinée, l'installation de la nouvelle Assemblée nationale vient clore le cycle institutionnel ouvert après le coup d'État du 5 septembre 2021 contre le président Alpha Condé.
et consacre le retour d'institutions issues du suffrage universel. Pour Cabinet Fofana, directeur du cabinet Les Sondeurs, les attentes sont fortes. On sort de cette longue transition qui a débuté en septembre 2021, qui voit aujourd'hui la mise en place de toutes les institutions démocratiques, avec en ligne de mire le suivi législatif de grands projets comme Simandou, le plus important projet minier d'Afrique de l'Ouest. La transition, conduite par le Conseil national de la transition, a permis l'adoption d'une nouvelle constitution et d'un nouveau code électoral, ainsi que la tenue très attendue du procès du massacre du 28 septembre 2009. Mais des zones d'ombre persistent. Plusieurs opposants, dont Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré, restent en exil, et les activistes du FNDC, Oumar Silla, dit Fonike Mengue, et Mamadou Biloba, enlevés en juillet 2024, demeurent portés disparus. Une situation qui continue de mobiliser Amnesty International et plusieurs organisations de défense des droits humains. Pour l'Afrique centrale, avec un rapport préoccupant sur l'environnement en République démocratique du Congo, pointant du doigt les actualités du groupe pétrolier Perenco. Human Rights Watch accuse la compagnie franco-britannique Perenco, seule productrice de pétrole du pays, d'activités illégales pouvant mettre en danger la santé des populations du Congo central. Le rapport de l'ONG, basé sur des entretiens menés en janvier 2026 avec 45 personnes, ainsi que sur des images satellites et des vidéos locales, évoque du torchage de gaz, de l'incinération de déchets près des villages et des déversements de pétrole provenant des puits et des pipelines sur les sols et les rivières. Selon le témoignage d'un responsable d'hôpital local cité par Human Rights Watch, les villages situés près des infrastructures pétrolières connaissent des taux plus élevés de maladies respiratoires que les autres zones. L'ONG rappelle que le gouvernement congolais avait commandé, en décembre 2024, un audit environnemental des activités de Perenco, dont les conclusions n'ont toujours pas été rendues publiques. Elle demande leur publication immédiate. Sylvie Douillotte pour Radio Kunafoni. C'est la fin de la première partie de notre bulletin. Nous vous retrouvons juste après la promo. Restez connectés. Bienvenue sur Radio Kunafoni, la voix de l'info, la pulse des actus. Écoutez les nouvelles, le monde à portée, chaque heure, chaque jour. Des nouvelles qui bougent, des récits qui inspirent. Sur Radio Kunafoni, l'actualité prend vie. Culture, sport et société. Chaque jour, chaque seconde, on vous informe. Radio Kunafoni, la voix de l'info, connectée à l'infini. Écoutez, réagissez, partagez vos idées. Avec nous, votre monde s'éveille. Radio Kunafoni, ensemble, on avance pour une actualité riche, vibrante et en cadence. Sur les ondes, entrez dans l'action. C'est l'heure de l'info, c'est Radio Kunafoni. Merci de rester connecté avec Radio Kunafoni. Place maintenant à la deuxième partie de notre journal. Changement de décor à présent avec la Tunisie, où la colère sociale s'exprime dans la rue. Environ 2500 personnes ont manifesté samedi à Tunisie contre le président Kais Saied, au 5e anniversaire de son coup de force institutionnel, alors que le pays traverse une vague de chaleur meurtrière. Awa Bamba nous en parle. En Tunisie, environ 2500 personnes ont défilé samedi 25 juillet dans les rues de Tunis contre le président Kais Saied au 5e anniversaire de son coup de force institutionnel. Scandale, dégage ou encore ni eau ni électricité. Il n'y a que prison et hausse des prix. Les manifestants dénonçaient aussi la détérioration des conditions de vie alors que le pays subit une forte vague de chaleur selon Jeune Afrique. Le pays vit au rythme des coupures d'électricité et parfois d'eau. Un réseau électrique dépassé par la demande liée à la climatisation. Selon le président de l'organisation tunisienne des jeunes médecins, cité sur les réseaux sociaux, entre 150 et 200 décès liés à des coups de chaleur auraient été enregistrés ces derniers jours. Un bilan que les autorités n'ont pas confirmé officiellement. Le ministère de la Santé n'ayant pas répondu aux sollicitations. Selon l'agence France Presse, sur le plan diplomatique, l'ambassadrice de France à Tunis a été convoquée vendredi après la diffusion par une chaîne publique française d'un entretien avec une personnalité recherchée par la justice tunisienne. Un entretien jugé par Tunis comme un appel explicite à la sédition. Awa Bamba pour Radio Kunafoni.
Direction les États-Unis maintenant, où l'actualité de ce week-end a été marquée par un drame à Seilort. Une fusillade a éclaté dimanche soir à Seilort en plein festival gastronomique. Le bilan fait état de 2 morts et de plusieurs blessés, dont un très jeune enfant. Le récit de Marianne Charles. Au moins 2 personnes ont été tuées et 5 autres blessées dimanche soir dans une fusillade survenue au festival gastronomique Bite of Seattle à Seattle Center, à proximité immédiate de la Space Needle. Des milliers de personnes assistaient à l'événement au moment des tirs, selon le New York Times. Parmi les blessés figure un garçon d'environ 2 ans, précise le service des pompiers de Seattle. Une nouvelle fusillade qui relance le débat sur les armes à feu aux États-Unis. La maire de Seattle, Katie Wilson, a indiqué qu'un suspect avait été placé en garde à vue sans donner de précision sur son identité ou un possible motif. Le gouverneur de l'État de Washington, Bob Ferguson, a appelé la population à continuer d'éviter le secteur, la police ayant sollicité l'appui de l'unité SWAT de la police d'État. 4 des blessés ont été transportés à l'hôpital Harborview où une patiente était opérée en urgence dans un état critique, selon un porte-parole de l'établissement. Toujours aux États-Unis où le silence entoure l'état de santé du sénateur républicain continue d'alimenter la polémique plusieurs semaines après son hospitalisation. Sanata Coulibaly. Le mystère persiste autour de l'état de santé du sénateur républicain du Kentucky, Mitch McConnell, hospitalisé le mois dernier. Selon plusieurs médias américains, il aurait été évacué sur civière depuis sa résidence de Washington après des appels d'urgence signalant qu'il était inconscient à la suite d'un possible arrêt cardiaque et aurait reçu un massage cardiaque. Un rapport du Daily Beast évoque désormais la présence d'un garde semi-permanent à l'hôpital où il séjourne toujours. Le bureau du sénateur n'a communiqué aucune mise à jour détaillée sur son état et Mitch McConnell n'a fait aucune apparition publique depuis plusieurs semaines. Selon le Daily Beast, son collaborateur de longue date, Terry Kamak, aurait été refusé de préciser si le sénateur avait pu s'entretenir récemment avec les membres de son équipe. L'ancien joueur de rugby Daniel Andongo a été expulsé des États-Unis vers son pays d'origine. Les autorités américaines invoquent un dépassement de visa et un passé judiciaire. Sa famille, elle dénonce une décision qui ne tient pas compte de ses problèmes de santé mentale. Les détails avec Gucci Chami. C'est une affaire qui suscite de nombreuses réactions aux États-Unis comme au Kenya. Daniel Adongo, ancien joueur de rugby international et ex-pensionnaire des Indianapolis Colts en NFL, a été expulsé vers le Kenya après plusieurs années de démêlés avec les services d'immigration. Selon le département de la sécurité intérieure, Daniel Adongo est resté sur le territoire américain après l'expiration de son visa en 2016. Un juge de l'immigration a ordonné son expulsion en mars dernier, une décision exécutée le 20 juin 2026 par les services de l'immigration and Custom Enforcement, plus connu sous le sigle de ICE, et a rendu publique la déportation samedi dernier via ses réseaux sociaux. Les autorités américaines rappellent également que l'ancien sportif a fait l'objet de plusieurs arrestations et d'une condamnation pour dégradation de biens, des éléments qui ont pesé dans son dossier. Mais la famille de Daniel Adongo livre une toute autre lecture de cette affaire. Elle affirme que l'ancien joueur souffre depuis plusieurs années de troubles de santé mentale apparus après sa carrière sportive et estime qu'il aurait dû bénéficier d'une prise en charge médicale plutôt que d'une mesure d'expulsion. Cette affaire relance le débat sur la politique migratoire américaine et sur la manière dont les situations mêlant immigration, justice et santé mentale sont traitées par les autorités. Elle rappelle également que le dépassement de la durée de validité d'un visa peut entraîner des conséquences importantes, en particulier lorsqu'il s'accompagne d'antécédents judiciaires. Et pour clore ce journal, la place au sport avec le début de la Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc. La CAN féminine a débuté hier, dimanche 26 juillet 2026 à Rabat avec un tournoi inédit dans son format. Marianne Charles nous fait le point. La Coupe d'Afrique des Nations féminines a débuté dimanche au Maroc à Rabat avec un tournoi élargi à 16 équipes pour la première fois de son histoire contre 12 lors de l'édition précédente. La compétition se déroule à Rabat et à Casablanca jusqu'à la finale prévue le 16 août
août, le Maroc accueillant l'épreuve pour la 3e fois consécutive. Le Cameroun, repêché après avoir échoué une première fois lors des éliminatoires, figure parmi les nations bis de cette édition élargie, aux côtés de la Côte d'Ivoire, du Mali et de l'Égypte. Les Camerounaises misent notamment sur leurs joueuses évoluant à Fleury, en France, Monique Ngok et Claudine Mefometou, pour tenter de réaliser un beau parcours dans cette compétition relevée. Marianne Charles pour Radio Kunafoni. C'est ainsi que s'achève cette grande édition. Préparation et production Kadiatou Nietaou. Présentation Awadiko. Merci de votre fidélité.